Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend. Beaucoup a été fait depuis 2 ans. Alain Vidalis raconte qu'il recevait déjà des notes de son administration lui demandant de privatiser le réseau routier national. Un sujet qui pourrait redevenir d'actualité. La ministre des Transports Elisabeth Borne et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin ont lancé récemment un groupe de travail sur l'évolution de la gestion du réseau routier national non concédé. Beaucoup a été fait depuis 2 ans. Mais il y a un petit truc qui me gêne, j'arrive pas exactement à définir ce que c'est. Oui, ça y est, je sais, on s'en fout en fait, voilà, c'est ça, oui. Tout le monde s'en branle, moi le premier. On s'en branle. Mais je m'en branle, moi. Tout le monde s'en fout. 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 Alors il y a quand même eu quelques petites protestations de gilets jaunes sur les Champs-Élysées, vous en avez entendu parler ? Écoutez, ici je n'ai rien entendu. Écoutez, ici je n'ai rien entendu. Je m'autoriserai à parler au nom de tous les collègues qui nous entourent. Et je vous dirai d'aller vous faire foutre. Now let me break it down. Yeah. Yeah. Cause I be bustin'. Nous dénonçons la police corrompue, les violences policières. Yeah. Yeah. Oh my god, 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 oh my god. Tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent on mange plutôt des kebabs. Jusqu'au point où on pourra d'ailleurs se poser sur un autre sujet, la question de où est passé le jeune Kevin, qui, lors de la fête de la musique, Nantes, oui. a disparu. Le jeune Kevin.
L'objectivité réelle de l'histoire, depuis le néolithique, c'est la lutte des classes. Et à partir de la révolution néolithique, la valeur d'échange s'est mise en mouvement, elle a détruit les communautés et a surgi la société. La société, c'est le divisé, c'est le non-unitaire, c'est le clivé autour de cette problématique de la valeur d'échange, de l'oppression et de l'aliénation. Le problème, c'est que le capital, après 68, il a organisé toute une série de dérivations spectaculaires pour que la lutte des classes soit occultée. Alors, on a créé les luttes de genre, l'émancipation des Noirs, l'émancipation des femmes, l'émancipation des LGBT, toutes ces merdes de recomposition de la marchandise. Parce que toutes ces luttes anti-discrimination n'ont pas pour objectif d'abolir la marchandise, mais ils ont pour objectif de l'améliorer. Les luttes féministes veulent l'égalité dans la merde marchande. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'égalité dans la mer marchande? Donc, toutes ces luttes-là qui veulent l'égalité dans la mer marchande, à la poubelle. On veut pas l'égalité dans la mer marchande, on veut l'abolition de la mer marchande. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous crée des paravents, des dérivatifs pour qu'on quitte le terrain de la lutte des classes. Pour qu'on rentre dans des trucs débiles, contre les pesticides. Alors, je suis contre les pesticides, mais je vais pas régler la lutte des pesticides en luttant contre les pesticides. Je résoudrai les pesticides en abolissant le capital. Donc, tous nos malaises, c'est le capital. Donc, ou j'abolis le capital, ou je l'abolis pas. Si je l'abolis pas, je colorie ma détresse. Je suis un paumé qui vagabonde le coloriage. Danser, bouger, chanter, yeah, yeah, yeah. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Petit boogie, disco, funky, yeah, yeah, yeah. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Il ne saurait être question de présager de l'innocence de François de Rugy en la matière. C'est une décision d'abord personnelle. Décision personnelle. C'est une décision personnelle de François de Rugy. Il a fait un choix qui lui était personnel. Un choix à la fois personnel, mais aussi en soutien du collectif gouvernemental et un choix pour protéger le collectif gouvernemental. Il fait aujourd'hui un choix qui l'honore. Une décision quelque part qui l'honore. L'honore parce qu'il fait le choix de se défendre face aux soupçons et aux accusations dont il a fait l'objet, dont il est aujourd'hui l'objet, dont il fait l'objet aujourd'hui. Il souhaite pouvoir se défendre librement et sereinement, pouvoir être libre de manière sereine. Ce que je peux vous dire, c'est que la réaction du gouvernement a été extrêmement rapide. Le Premier ministre très rapidement a souhaité discuter avec François de Rugy. Très vite, le Premier ministre a souhaité que François de Rugy puisse non seulement s'expliquer publiquement, le Premier ministre a aussi souhaité très rapidement que des enquêtes puissent être diligentées. Je veux aussi signaler qu'à ce stade, nous n'avons aucune indication du fait que François de Rugy ait transgressé des règles ou que des règles aient été transgressées. Monsieur de Rugy n'a pas transgressé de règles. Ce n'est pas parce qu'il y a des articles, sur la foi de simples articles, sur la simple foi d'articles de presse. Articles de presse qu'il faut le croire forcément. Bien sûr, c'est une démission que je regrette parce que François de Rugy a été un ministre très engagé, extrêmement engagé, un engagement d'une vie, un engagement qu'il a porté de longue date, depuis le début de sa carrière politique, sur les sujets de la transition écologique, sur les sujets d'écologie, sur les sujets de biodiversité, la défense de la protection de l'environnement. Je ne peux pas vous donner évidemment d'indications sur le moment où François de Rugy sera remplacé, mais selon notre constitution, de par notre constitution veut que le Premier ministre fait des propositions au président de la République et le président de la République de prendre sa décision en matière de nomination. Je vais essayer de ne pas vous livrer mes petits secrets de communicante. Une nouvelle affaire de pédophilie. Samedi, le milliardaire Jeffrey Epstein a été arrêté à son retour de France pour des accusations de trafic sexuel. Arrêté à son retour de France. On sait pas où on va, c'est n'importe quoi. C'est un camp de concentration. Regardez ça, c'est la zone. On va être déportés les gars, par trait. C'est un camp de concentration. Mais regarde, mais c'est quoi ça? Mais je t'ai dit, on va nous mettre dans un truc maximum. Mais j'ai jamais vu ça, sérieux? Ouais, c'est merde. Oh mais
Un camp de concentration. Non mais c'est quoi c'est caché comme ça personne. Ils vont faire une chasse à tour. Putain, ce truc de fou. Regardez, on sait pas où on est, mais c'est un truc de malade. Même pas au Comico, ils nous font regarder, il y a pas de... Regardez ça. On a attendu, c'est une zone, je sais pas ce que c'est, il y a des barbelés et tout. Il y a des barbelés, ouais. C'est un camp de concentration. Regardez ça. On dirait un camp. Oh les gars, c'est quoi ce délire? Les nazis nous attendent. Les nazis nous attendent. Regardez ça. Horrible, mais c'est quoi ce délire? Oh les gars, c'est une honte. Regardez bien les barbelés. On fout le bordel. Éteignez vos portables. Éteignez vos portables. Fuck up the party before it even starts. That's how the fucking fight broke out. Tell it to girl now. C'est une crise, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est la faute de l'État qui est impécunieux, ou des citoyens qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui sont des privilégiés. Et qui nous le répètent tous les jours à tel point que les gens l'intègrent comme si c'était une vérité. Or, l'état d'endettement de la puissance publique est pas du tout une fatalité, c'est une construction politique qui sert à servir les gens. Pour endetter un État, il faut je prends l'image de deux pinces, il faut deux actions, deux trahisons. La première pince consiste à priver l'État de la création monétaire. Ce qui est absolument décisif. Si les gens qui nous représentent décident que dorénavant la puissance publique ne pourra plus emprunter auprès de sa banque centrale, donc à taux zéro, gratuitement, et faire créer l'argent dont elle a besoin pour ses citoyens, et qu'elle doit, au lieu de ça, emprunter auprès des marchés financiers qui sont les riches du moment. Je suis autour de M. Cohen de parler. Allons-y, les chiffres. Attends 2 secondes. Allons-y, les chiffres. C'est bon, le compte il est bon. Le compte il est bon. Tu vas voir ça, alors tu prends 25, tu multiplies par 2. Tu peux pas réutiliser tout. Alors c'est les sous, j'ai le droit de faire ce que je veux avec, non? Mais non, c'est pas du... Arrête de vouloir me niquer sur ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces représentants trahissent littéralement le peuple et mettent en place une première pince qui fait que si l'État manque d'argent, il devra s'endetter parce qu'il ne peut plus créer l'argent dont il aurait besoin. Mais cette pince-là ne suffit pas à pincer l'État, parce que si l'État, qui perçoit des impôts et gère ses dépenses, décide de ce qu'il va dépenser, si l'État dépense exactement les impôts, sans dépenser plus, il n'a pas besoin d'argent supplémentaire. Donc, il n'a pas besoin de créer de la monnaie, puisqu'il se sert des impôts, il n'a pas besoin d'argent. Donc, pour que le piège se referme, il faut arriver à endetter l'État, il faut arriver à ce qu'il ait besoin d'argent. Et donc il faut que les mêmes représentants, les mêmes ou leurs successeurs, les mêmes qui avaient décidé de priver l'État de la création monétaire, décident de voter des budgets en déséquilibre. Nous, ça a commencé en 73, donc c'est Giscard d'Estaing qui a lancé, tout de suite après 73, il a lancé un grand emprunt. Et ce grand emprunt, il fait que l'État a besoin d'argent, mais on vient de dire qu'il n'avait plus la création monétaire. Donc s'il a besoin d'argent, il faut qu'il emprunte auprès de ceux qui ont de l'argent. C'est les marchés, on appelle ça les marchés financiers, comme si c'était un dieu cruel. Et vous apercevez que, en fait, l'État n'augmente pas ses dépenses. Comment ils font pour voter les budgets en déséquilibre? Et ils le font depuis 40 ans, donc il faut augmenter une dette énorme. Les intérêts dans tout ça. Mais tu me les donnes, les intérêts, je te laisse le point. Comment ça tu veux que je te donne? Ah non, ça m'intéresse pas. Tu vois, vous voulez me niquer tous les deux. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Attention, allez, 100. Je pars. 100. Je te jure, on va voir les 100. Je donne 2 fois 50. À chaque fois, c'est les problèmes avec toi. Je te compte pas la TVA, je te compte pas la TVA. Tiens, prends, allez, va. Chaque fois, c'est les problèmes. Allez, on continue. C'est qui est l'autre? L'autre, il est là. Allons. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, c'était pas la peine de chipoter pour ça. Allez, ça suffit. Après les chiffres. C'est progressivement depuis 40 ans qu'on a voté des budgets en déséquilibre, non pas en augmentant les dépenses de l'État, en construisant des autoroutes ou pas du tout, ou des hôpitaux. Non, en baissant les impôts des plus riches. On appelle ça, ici en France, on appelle ça des niches fiscales. C'est-à-dire ils ont mis l'État dans une situation, cette deuxième pince qui consiste à endetter l'État en votant des budgets en déséquilibre pendant 40 ans, et ça c'est les socialistes comme les UMP, les soi-disant de gauche, soi-disant de droite, sont tous au service de la banque et des ultra-riches, dont ils servent les intérêts en ligotant l'État, en mettant l'État dans un carcan qui fait... Oui, comme un prisonnier, comme un forçat.
et comme c'est l'État qui est détenteur de la puissance publique, et donc de l'armée, de la police, monopole de la force, cet État va être comme contraint par les marchés financiers d'imposer une loi de fer au peuple, avec ce qu'ils appellent l'austérité, mais qui est un coup d'État bancaire, qui a rien, c'est pas du tout une crise, c'est un piège monté de toutes pièces depuis 40 ans. Les intérêts dans tout ça. Hey! Bouzou se prononce en faveur d'une sortie totale de l'état du capital d'ADP dans les colonnes du Figaro, mais à condition de vendre le groupe très cher. Ce qu'on ne sait pas d'emblée, c'est qu'ADP figure sur la liste des clients d'Asterès, le cabinet de conseil de Nicolas Bouzou. L'économiste a donc tout intérêt à défendre corps et âme cette privatisation. Olivier Duhamel et Nicolas Molfessis ont signé une tribune dans Le Monde où ils critiquent la décision de l'institution de valider la pétition qui pourrait donner lieu à un référendum. Alors, en fouillant un peu plus, on découvre qu'Olivier Duhamel est avocat associé chez Veil Jourde, un cabinet qui compte ADP parmi ses clients. Alors, vous me direz, quoi de plus normal pour un avocat que de défendre son client? Et quant à Nicolas Molfessis, eh bien, il est secrétaire général du Club des juristes, un think tank d'experts juridiques. Et étrangement, depuis peu, Augustin de Romanet a rejoint ce cercle. Pour rappel, il est le PDG d'ADP et proche d'Emmanuel Macron. Alors dans ce cas précis, il semble difficile de plaider contre la privatisation quand le PDG d'ADP est membre de son think tank. Le but de Vinci, Stéphanie, c'est de convaincre le plus de citoyens possible, notamment avec l'économiste Jean-Marc Daniel, souvent présent dans les médias d'ailleurs. Il est l'auteur d'une tribune pro-vente d'ADP publiée dans Le Monde. Lui certifie n'avoir aucun lien avec Vinci. Pourtant, alors qu'il était directeur de la revue Sociétal, il a eu pendant 6 ans un patron nommé Xavier Huillard et qui est le PDG actuel de Vinci. Alors toute cette liste de défenseurs de la privatisation d'ADP est exhaustive, car être pour ou contre la privatisation n'est pas un mal, mais cela devient un petit peu suspect lorsqu'on y contribue par intérêt et connivence seulement pour influencer l'opinion publique. Dorénavant, les initiateurs du RIP doivent recueillir en 9 mois plus de 4,7 millions de signatures et ils ont jusqu'au 12 mars 2020 pour éviter la privatisation d'ADP au bénéfice de Vinci. Autant vous dire que c'est un vaste travail. Macron, démission. Que se passe-t-il? Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Bien écoutez, j'entends des sifflets, beaucoup de gens qui sont en train de huer au passage du président de la République. Je ne sais pas si vous les entendez derrière moi. Absolument.